Bonsoir et merci à tous. Bienvenue à Will.am pour ce nouveau pitch un peu particulier ce soir, puisque donc Will.am s'intéresse à toutes les dimensions de la santé, y compris les effets de l'art sur notre bien-être. Nous sommes heureux d'accueillir Natacha Sibelas, qui a accepté il y a plusieurs mois d'exposer ses œuvres ici. Donc, en fait, nous accueillons une exposition virtuelle que vous retrouverez sur notre site et sur l'affiche qui est à l'entrée grâce au QR code. Donc, cette exposition qui s'appelle Au cœur du bloc. Natacha a passé 2 ans en immersion totale dans le bloc opératoire du professeur Camilleri. J'ai l'impression que... Donc, le professeur Camilleri au CHU de Clermont-Ferrand, au service de chirurgie cardiaque. Donc, nous allons ce soir vous montrer les coulisses de cette exposition. Et ensuite, nous resterons au cœur du bloc avec le professeur Fabien Doguet, qui est lui-même chirurgien cardiaque à l'hôpital privé Jacques Cartier à Massy, pour nous parler des effets de la musique lors d'une intervention chirurgicale. Donc voilà, bonne conférence, merci. Eh bien, c'est moi qui vais ouvrir le bal. Merci d'être présent pour assister à cette conférence au cœur du bloc, au cours de laquelle nous allons parler d'art, on vient de le dire, d'art au bloc opératoire, art de l'image et de la photographie avec l'expertise de Natacha Sibelas, qui est photographe, d'art chirurgical avec la présence du professeur Lionel Camilleri et d'art musical, on vient également de vous le dire. Alors nous allons essayer de vous montrer comment ces arts en 2 mots bien sûr, peuvent cohabiter, s'exprimer, se révéler, voire parfois se mettre en synergie. Et alors tout est venu d'une rencontre entre une photographe, Natacha, et un chirurgien cardiaque, Lionel, qui est chef de service au CHU de Clermont-Ferrand. Alors Natacha, je vais vous laisser commencer. Comment vous est venue cette idée de faire des photos dans un bloc opératoire, qui plus est de chirurgie cardiaque, et est-ce que vous aviez déjà eu une expérience dans un bloc opératoire ? Alors, il y a plusieurs questions. Donc, la première, c'est la rencontre avec un chirurgien cardiaque qui s'appelle Nicolas Dostrevi, qui travaille donc dans le service de Lionel Camilleri. J'ai fait un travail autour d'une boxeuse qui s'appelle Farida El Hadrati. J'avais sorti une publication, un livre. La voilà, Farida. Et Nicolas Dostrevi a vu ce travail-là. Et en fait, il a été interpellé aussi par les images que l'on voit sur la préparation, en fait, quand on bande les mains pour la boxe, avant de mettre les gants de boxe. Donc, on a parlé de ce travail-là. Ensuite, il m'a demandé si ça me plairait de venir en chirurgie cardiaque, mais qu'il fallait que j'arrive à convaincre le professeur Camilleri. Donc là, il m'a dit, après moi, je ne peux plus rien faire pour toi. Donc, j'ai été en contact avec Lionel Camilleri. On s'est rencontrés. Et puis, à la suite de cette rencontre, il a donné son feu vert pour que je puisse aller dans le bloc opératoire. Alors, juste avant de répondre à la deuxième question, justement, Lionel, comment est-ce que tu as réagi quand une personne qui n'avait pas l'habitude de rentrer dans un bloc opératoire est venue te voir en disant « Voilà, j'aimerais bien faire des photos dans votre bloc ». Quelle a été ta réaction ? Alors, au début, j'ai été un peu surpris de la démarche, bien que Nicolas m'ait prévenu. Et en fait, moi, j'avais un attrait pour la photo parce que très jeune, je crois, au collège, on avait des semaines non théoriques où j'avais fait de la photo. Et du coup, j'ai été intéressé et captivé. Et j'ai juste, quand on s'est vu la première fois, l'étonnement passé, j'ai juste dit à Natacha qu'il y avait des règles dans un bloc opératoire à respecter et que si, une fois rentré dans le bloc, si on arrivait à la persuader de bien respecter toutes ces règles, il n'y aurait pas de problème. Et en fait, tout s'est enclenché petit à petit. Je pense qu'elle est venue au début sans faire de photos. On a organisé des petits contacts avec tous les membres de l'équipe, parce qu'elle arrivait par le secrétariat, puis après elle rentrait au bloc. Donc on l'a présentée aux différents chirurgiens, on l'a présentée aux anesthésistes,
On l'a présenté à l'équipe soignante du bloc. Et les choses se sont installées petit à petit, progressivement, et jusqu'au jour où on ne savait pas si elle était là, si elle n'était pas là. Il y avait juste le clic de l'appareil photo qui nous disait Natacha est là aujourd'hui. Alors ça, on va revenir un petit peu plus tard dessus. Alors justement, Natacha, vous étiez déjà rentrée dans un bloc ou c'était la première fois? Je suis rentrée dans un bloc beaucoup de fois, mais en tant que patiente. Voilà, c'est ça. Voilà. Donc, c'était pas le même regard que vous alliez porter sur Pas vraiment, non. Pas vraiment. Et donc justement, alors quand vous êtes rentrée, non comme patiente, mais là pour faire votre métier finalement, c'était quoi votre première impression? D'abord, j'ai été très impressionnée par la lumière, par les gens qui étaient présents, qui tout d'un coup disparaissaient, arrivaient à des moments très précis, repartaient. La tension qu'on peut trouver aussi dans le bloc, des moments plus détendus, des moments où on a l'impression qu'il faut surtout rien dire. Et puis, ça m'a vraiment impressionnée. Ce qui m'a impressionnée aussi, c'est vraiment le regard aussi des soignants entre eux. Voilà. Et cette précision de la gestuelle, du travail fait par les chirurgiens. Et par tous, d'ailleurs, par les anesthésistes, par l'équipe globale, quoi. Alors, je vais revenir à Lionel. Quand on a été pris la décision de venir faire des photos en travail photographique, est-ce que tu avertissais les patients qu'il y avait un photographe en salle, qu'il y avait possibilité d'être pris en photo, etc. Comment tu as pu aborder cette question avec les patients, ou si tu l'as fait? Alors en fait, le fait que les patients étaient complètement anonymisés, c'est-à-dire que les photos qui ont été prises, ce n'est pas des photos des patients, c'est une photo qui concerne que le champ opératoire. Donc les patients n'ont pas été informés. Ils ont eu des informations par la suite pour communiquer sur le livre. Mais sur l'instant photographique, c'était une photo pas des patients, c'était une photo du bloc opératoire. Non, mais je pense que c'est important de le préciser. Que c'était oui, pas, parce que voilà, c'est une question qu'on me pose souvent. Moi, est-ce que les patients sont au courant? En fait, c'était complètement anonyme et c'était une photo du travail opératoire et du bloc opératoire. Ce n'était pas une photo des patients. C'est en quoi c'est complètement différent de reportages qui peuvent être faits dans les blocs, etc., où en général on va demander le témoignage du patient. Là, effectivement, on est dans un contexte qui est complètement différent, puisque là on est plutôt effectivement sur de la photo d'art et pas sur de la photo où on va attendre un témoignage de quelqu'un. C'est pas une photo médicale, non. Ni technique. Tout à fait. Donc on l'a vu en préambule tout à l'heure, il y a eu 2 ans d'immersion. Oui, j'y suis même retournée la semaine dernière. Donc c'était au moins 2 ans. Voilà. Non, il y a eu au moins 2 ans. Et après, moi, j'allais au bloc quand j'avais assez de disponibilité devant moi, du temps, pour pouvoir aussi rester assez longtemps au bloc. Et c'est important parce qu'on ne peut pas arriver. De toute façon, la première fois que j'avais rencontré le professeur Camiri, je lui avais dit, si je dois venir qu'une seule fois, je ne viendrai pas. Parce qu'en fait, il faut aussi que l'équipe apprenne à me connaître. Moi, que j'apprenne évidemment à connaître l'équipe, mais c'est un travail où il ne faut pas faire peur aussi à l'équipe. C'est important. Et du coup, j'ai passé beaucoup de temps et à chaque fois que j'y vais, effectivement, je passe du temps. Et je me régale parce que maintenant, je fais vraiment partie. J'ai l'impression des fois que je fais partie de l'équipe. Et qu'en plus, ils sont contents quand je viens. Donc, c'est plutôt agréable. Et alors, sur les prises de vue, vous avez commencé à cibler des choses tout de suite? Vous avez plutôt commencé par faire des photos un peu plus générales de l'ambiance du bloc, et puis au fur et à mesure que vous preniez confiance ou que l'équipe prenait confiance, vous alliez un petit peu plus dans comme on voit la photo ici avec le thorax ouvert, l'écarteur, vous alliez peut-être un petit peu plus en profondeur. Oui. Comment vous avez organisé un petit peu le déroulé de vos prises de photos? Alors c'est exactement ça, c'est-à-dire que la première fois d'abord, j'y suis allée sans appareil photo. Je suis allée voir comment ça se passait. On m'a expliqué déjà au niveau de l'hygiène, comment me laver les mains, comment m'habiller. Là où je pouvais passer aussi dans le bloc opératoire,
Là, il ne faut absolument pas que vous passiez. Là, vous avez le droit, mais là, faites-vous discrète, etc. Et l'idée, bien évidemment, c'est de ne pas gêner du tout l'équipe. Donc, il faut aussi que, pour que l'équipe ait confiance, j'y suis allée petit à petit. C'est-à-dire qu'effectivement, au début, j'ai pris des photos plus de l'ambiance, ou alors de visage, de portrait, mais de loin. Et puis, petit à petit, je me suis rapprochée quand j'ai vu que l'équipe commençait à me faire confiance. La première fois que je suis allée au bloc avec l'appareil photo, dans les jours qui ont suivi, j'ai envoyé quelques clichés pour qu'on voit ce que j'avais fait. Voilà, déjà pour que tout le monde soit rassuré. Et à la suite de ça, après, j'avais du personnel soignant qui me disait « Attends, là, il ne faut absolument pas que tu loupes ce moment-là, quoi. Il faut que tu prennes ça. Tu vas voir, là, quand il y a l'écarteur, il faut absolument que tu prennes cette photo-là. » Donc, en fait, il y a eu des petits moments comme ça qui font que voilà, l'équipe... je pense que ça a fait plaisir aussi à l'équipe, cette mise en valeur aussi de leur travail. Parce que c'est vrai que, comme dit Nicolas Dostrevi, on ne fera jamais de journée porte ouverte au bloc opératoire. Donc, c'est important. Voilà, c'est un travail... oui. Alors, il fallait parfois peut-être être un peu coordonné entre des clichés que vous vouliez faire et gérer les cialytiques, et puis le chirurgien qui a besoin de voir. Donc, comment vous avez géré ces moments d'abord purement technique, comment gérer les cialytiques, parce qu'ils éclairent le champ opératoire. Donc après, ça, c'est des techniques de photographe, mais vous nous en dire un petit peu plus. Et puis après, comment toi, Lionel, toi et ton équipe, vous avez géré le fait qu'il y ait un appareil photo qui se balade, etc. Est-ce qu'au final, après, c'était... tu l'as déjà un petit peu dit, après, on n'entendait plus que le clic de l'appareil, mais surtout au début, comment ça a été un petit peu géré ? Alors, l'éclairage. L'éclairage. Alors l'idée aussi de départ, c'est que, et c'est ce que j'aime faire même quand je vais travailler en entreprise, c'est qu'en fait, la contrainte, elle existe, mais moi, je m'adapte à l'équipe et je m'adapte à la situation. Voilà. Donc l'idée, c'est pas de dire à un moment donné, est-ce que vous pouvez éteindre la lumière pour que je puisse faire ma photo, surtout dans ce genre de situation. Donc en fait, j'ai beaucoup de photos ratées, hein. Faut pas croire. Parce que justement, le problème du cialytique, c'est pas évident à gérer. Et ça me pose, d'ailleurs, quand j'y suis retournée la semaine dernière, ça faisait longtemps que j'y étais pas allée, j'ai été confrontée à nouveau à ce problème-là. Donc voilà, j'ai un peu étudié la question en dehors du bloc pour pouvoir gérer la lumière, parce qu'en fait, je veux que mon point central soit vraiment le centre de l'opération réellement. Donc en fait, après, on a aussi des moyens aujourd'hui de pouvoir faire plusieurs photos, pouvoir mettre après des calques sur Photoshop, etc. C'est pas de la photo retouchée en tant que prise de vue, mais heureusement, il y a ce travail-là qui peut être fait après. Autrement, ce serait très compliqué parce que autrement, je ne peux faire que la lumière sur la prise de vue que sur le cialytique, quoi. Et donc, Lionel, la gestion au début, de savoir photographier, de savoir quand notre geste va être photographié, comment vous avez géré ça ? En fait, tout est venu de l'intégration de Natacha dans le bloc. C'est, comme elle vous l'a dit, elle s'est intégrée dans l'équipe. Donc en fait, c'est toute de la photo spontanée. Il n'y a aucune mise en scène. Il n'y a aucun geste supplémentaire du chirurgien. En fait, quand elle était là, de temps en temps, on essayait de jeter un coup d'œil, de voir où elle était. Mais en aucun cas et à aucun moment, on a modifié nos gestes ou on a essayé de se mettre en scène. En fait, c'est toute de la photo spontanée. Vous étiez un peu comme une photographe dans la savane, Ouais, à repérer les bêtes féroces que sont les chirurgiens. Mais c'est pour ça qu'il y a beaucoup de photos ratées et que j'en ai beaucoup aussi. Donc effectivement, il fallait attraper l'instant, en fait. C'est ça. Et des fois, ça me faisait râler d'ailleurs parce que je me disais, voilà, ça va être super. Et puis en fait, il suffisait qu'un des chirurgiens mette la main ailleurs. Voilà, la photo n'était pas celle que je voulais, quoi, à la fin. Mais c'est aussi pour ça que je dis souvent que pour moi, ce travail, c'est quand même un travail d'équipe. Parce que après, petit à petit, on m'a quand même facilité le travail. C'est-à-dire que évidemment,
Au niveau de la table d'opération, j'ai pas d'interaction avec eux. Je peux pas dire, je vais pas demander au professeur Camiri de tenir un instrument de telle façon. Ça ne me viendrait absolument pas à l'idée. Par contre, c'est vrai que pour que je puisse me mettre à un endroit, on me facilite la vie quand même. Donc ça, c'est quand même un vrai bonheur, quoi. C'est effectivement. Et est-ce qu'il y a un cliché qui a été particulièrement difficile à avoir dans tous ceux que vous avez faits? Est-ce que quel est celui que vous vouliez vraiment faire et pour lequel il a fallu se reprendre vraiment pas plusieurs fois, mais attendre le bon moment? Eh ben, il n'existe pas encore. Il n'existe pas encore. Et je ne l'ai pas encore fait. Alors, est-ce que au fil de l'eau, est-ce que vous choisissiez les interventions que vous alliez voir avec Lionel ou avec son équipe? Est-ce qu'il y avait des types d'interventions que vous, avec le temps, que vous vouliez voir pour vous apporter peut-être plus de produits à photographier ou choses comme ça? Est-ce qu'il y a est-ce que vous avez planifié des interventions qui vous intéressaient pour avoir plus de matière? Non, on n'a jamais planifié d'intervention. Donc, en fait, moi, à chaque fois que j'étais disponible, je demandais si je pouvais venir. Voilà. Et c'est tout parce que après, alors il y a une opération. Une fois, on m'a appelée quand il y a eu une greffe, mais c'était très particulier. Là aussi, il faudrait que j'y retourne, en fait, parce que c'est très particulier. Et puis, voilà, non, autrement, on n'a jamais planifié, jamais. Ça s'est fait au fil de l'eau. Ouais. Les possibilités qui s'offraient, c'est qu'en fait, il y a plusieurs salles qui tournent en même temps. Donc, je ne sais pas ça, mais peut-être que tu as pu changer de salle et suivre plusieurs interventions. Enfin, prendre des photos à des temps différents de différentes interventions. Oui, ça, je l'ai fait plusieurs fois. Il y a plusieurs salles, j'arrive. Quand je vois que c'est des photos que j'ai déjà pu faire, je vais dans l'autre bloc pour voir si je vais assister à quelque chose que j'ai encore jamais vu. Mais en fait, à chaque fois, on peut faire des photos nouvelles parce que justement, comme c'est de la photo spontanée, c'est très compliqué. Il faut qu'il y ait de la matière, quoi, pour pouvoir avoir une expo qui est belle. Donc autrement, c'est difficile. Alors justement, vous aviez dit que vous avez quelques photos ratées, mais est-ce que vous avez une idée du nombre de prises de vue que vous avez faites sur ces 2 ans? Je pense qu'il doit bien y en avoir 5000. Et donc la sélection a dû être un petit peu compliquée? Alors, la première sélection, en fait, elle a été surtout faite parce que quand le professeur Camiri, un jour, m'a proposé de venir exposer lors d'un congrès de la SFCTCV à Rennes. Et il s'avère qu'il y avait aussi un autre photographe, mais qui fait de la photographie couleur, à qui on avait proposé aussi de venir. Et là, on ne se connaissait pas. Donc, il s'appelle Philippe Ducré. C'est un très bon photographe. On s'est dit, on ne va pas exposer chacun de notre côté, notre petite photo. On va essayer de faire quelque chose de commun. Donc, lui avait déjà une base qui était beaucoup sur la gestuelle. Alors, on a pioché dans les photos que j'avais déjà sur la gestuelle. Et on a essayé de former une exposition cohérente dans nos 2 travaux, dans nos 2 travails photographiques à tous les 2. Et on a choisi nos photos ensemble, en fait. On s'est retrouvés un jour dans son atelier. Et moi, j'avais amené toute une série de photos que j'avais sélectionnées. Et lui aussi. Et on a choisi les photos ensemble. Donc, on trouvait que c'était plus chouette pour le public d'avoir quelque chose de cohérent. Et donc, des photos, j'en ai beaucoup que je peux encore travailler, hein, évidemment, sur d'autres sujets, en fait. Parce qu'il y a tous les regards des soignants, des regards qui sont extraordinaires. Il y a aussi, je trouve, des grands moments d'attente où les gens, en fait, dans une opération, il y a tellement de moments différents. Il y a des moments où, effectivement, l'équipe à des moments différents. Ce n'est pas la même équipe qui s'active aussi. Et voilà, donc il y a plein de choses encore à faire, ouais. Donc après, vous avez voulu aller plus loin avec les photos et en faire un livre. Ouais. Comment vous est venue l'idée? Là, c'est suite à l'exposition à Rennes, justement. Voyant le résultat, on s'est dit avec les responsables de la SFCTCV, le professeur Camiri, on s'est dit,
pourquoi on n'en ferait pas un livre en fait de ce travail-là. Et voilà, l'aventure a continué avec le livre, qui a été publié au moment en plein Covid, donc c'était quand même pas très simple. On a lancé un financement participatif sur une plateforme Ulule, et ça a eu beaucoup de succès aussi. Et on a eu la chance qu'Arthur H nous fasse la préface du livre. Je parle beaucoup en disant nous, parce que c'est très souvent que j'ai énormément de mal à parler quand il s'agit de ce travail autour du cœur, de dire je. Parce qu'en fait, pour moi, c'est un vrai travail d'équipe, en fait. Parce que s'ils n'étaient pas là, tous ces gens, j'aurais jamais pu faire ce travail-là. Et s'ils n'avaient pas aimé aussi le projet, j'aurais jamais pu avancer. Donc voilà, Arthur H a vu le travail photographique, il a aimé le travail, il a donc écrit un très très beau poème qui est donc en préface, qui sert de préface dans le livre. Et voilà, donc c'est comme ça qu'on a eu l'idée de faire le livre. Moi, je dirais, c'est pas en plein Covid, c'est à cause du Covid. Parce qu'en fait, on avait aussi une exposition de prévu sur la photographie dans un musée d'art photographique à Clermont, et elle a été annulée à cause du Covid. Et on s'est dit pourquoi on ne va pas pouvoir exposer pendant plusieurs mois, et pourquoi ne pas faire un livre? C'est vrai. Et alors justement, ce livre, moi il est sur mon bureau, donc les patients quand ils viennent en consultation peuvent le feuilleter, il n'est pas forcément ouvert, mais ils peuvent le feuilleter. Lionel, tu t'en sers de ce livre avec tes patients? Alors moi j'ai eu une expérience un peu malheureuse, j'ai essayé alors pas le livre, mais j'ai proposé à un patient avant l'intervention de regarder les photos sur le site de Natacha. Et je pense que la psychologie du patient était un peu particulière, il a été assez choqué. Et du coup, j'ai freiné mon enthousiasme. J'ai freiné mon enthousiasme. Mais par contre, où je leur en parle beaucoup, c'est à la consultation de suivi post-opératoire. Je ne sais pas si tu as envisagé encore des choses, sur des questions sur ça, mais en fait, la chirurgie cardiaque, pour tous les patients, c'est soit un accident, c'est un événement un peu lourd à vivre. La chirurgie, au sens large du terme, c'est un peu mystérieux. Le bloc, c'est quelque chose de très fermé. La chirurgie cardiaque, encore plus, c'est un peu mystique. Il y a toute une valeur émotionnelle sur le cœur. Et donc, la plupart des patients, ils ont besoin d'avancer après cette chirurgie. Et pour eux, le livre, c'est des explications, de voir ce qu'on a fait dans leur organisme, ce qu'on a fait sur leur cœur. Et ça permet de clôturer un certain nombre d'anxiétés. Et c'est une deuxième partie du soin, c'est la fin du soin en fait. Et dans la période post-opératoire, je trouve qu'ils apprécient beaucoup. Ouais, c'est plus donc dans le post-opératoire, parce que c'est vrai que regarder les photos avant l'intervention, ça peut être un peu impressionnant, même si c'est des belles photos, on est tous d'accord là-dessus, Ouais. aucun doute, mais effectivement, ça reste des photos. Quand on se dit c'est moi qui pourrais être en dessous, c'est vrai que ça peut quand même interpeller. Mais oui, effectivement, je pense que dans la suite, c'est quand même plus agréable que d'aller regarder une vidéo YouTube sur une technique chirurgicale qu'on trouve très facilement maintenant. Et c'est vrai que là, c'est quand même, je pense, plus agréable à regarder, évidemment. Et puis, effectivement, dans la compréhension de ce qui a été fait. Et je pense que ça peut être un atout. Ouais. La grosse différence avec tout ce qu'on trouve sur YouTube en accès libre, c'est que c'est des photos plus orientées techniques. C'est soit des schémas qui n'ont rien à voir avec ce qu'on fait tous les jours, soit des photos techniques qui sont toujours un peu, moi je dirais presque trash, un peu sanguinolentes là. Et alors que ces photos-là, le noir et blanc, la douceur, ça met en valeur la compétence, ça met en valeur l'attention aux détails, ça met en valeur la précision des gestes. Et le noir et blanc adoucit beaucoup les gestes. Nulle part, on a l'impression qu'il y a du sang. Tout à fait. Et du coup, les patients, ils sont très rassurés. Et l'idée de départ était de faire du noir et blanc? Ah oui. Ouais. Oui.
Oui, parce qu'il y avait ce côté... Alors déjà, pour revenir aux patients, moi, j'ai des retours de patients absolument extraordinaires, des gens qui finissent par me dire, maintenant, on sait ce qui s'est passé, alors même si ce n'est pas la même opération obligatoirement. Et en fait, maintenant, on sait qu'on a ce livre vers nous, et si on a besoin, on pourra regarder. Donc, il y a un côté très réparateur. Après, le noir et blanc, pour moi, c'était une évidence parce que je ne pouvais pas m'imaginer de montrer des photos couleur. Elles sont faites en couleur. Hein. À chaque fois que je suis rentrée, quand je les ai montrées à François, qui est mon mari, qui est aussi photographe, au début, ça le maniait bien. Et je lui demandais de m'aider à choisir. C'était un peu compliqué. Et en fait, c'est évident que pour moi, c'était aussi un côté voyeuriste que de faire de la couleur. Ça me paraissait, pour choquer les gens, c'était hyper facile. Après, il y a des gens qui font ça très bien, hein, c'est pas du tout, mais c'est pas, voilà, pour moi, c'est pas possible autrement. Ça ne pouvait être que du noir et blanc. Mais c'est vrai que ça, comme tu disais, Lionel, ça permet d'atténuer, effectivement, de jouer plus sur les contrastes et puis d'avoir plus de douceur et de mettre autre chose en valeur que le côté sang, en fait. C'est vrai qu'une intervention de chirurgie cardiaque, il y a du sang, mais finalement, il y en a peu parce qu'on travaille proprement. Mais et puis d'attirer l'attention vraiment vers là où on veut aller, quoi. De principe, s'il y a du sang, on ne peut pas travailler, en fait. Oui. Donc, c'est un champ qui est plutôt exsangue et c'est vrai que là, on met plus en valeur, effectivement, le geste, l'organe aussi en lui-même et puis la réparation. Et c'est vrai que c'est toute la beauté de ces photos-là. C'est justement de ne pas se polariser sur le côté un peu trash de la photo, mais d'aller voir plus le côté artistique. D'autant plus pour le jeu de lumière dont on parlait tout à l'heure. En fait, j'ai l'impression surtout que notre regard est attiré par l'essentiel, en fait. Et là, on peut regarder. C'est comme dans le livre que nous avons créé. Il n'y a pas en fait, sur chaque photo, à la fin du livre, on peut savoir ce à quoi elle correspond. Mais quand on regarde la photo, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Sur l'instant, on regarde la photo. Et c'est pour ça que pour moi, c'est important qu'on soit attiré que par l'image à la base. Et donc, Lionel, qu'est-ce que tu retiens, toi, de cette expérience qui se prolonge manifestement, puisque Natacha continue de venir au bloc, mais qu'est-ce que tu en retiens? Qu'est-ce que ça t'a apporté? Qu'est-ce que ça a apporté à ton équipe? Alors en fait, moi, ce que ça a apporté à l'équipe, c'est que ça l'a quand même un peu plus soudé au travers de ce travail. Ça l'a soudé parce qu'il a fallu s'entraider pour financer la parution du livre. Tout le monde, la plupart du personnel du bloc a participé au financement, une petite partie du financement, mais a mis là. Et pour moi, je pense que Nicolas a choisi et sélectionné des photos, mais moi, je n'ai jamais voulu rentrer dans le choix des photos, ni pour l'exposition, ni pour le livre. En fait, de par ma personnalité, moi, j'ai du mal à me détacher du côté technique des photos. Et j'ai mis un peu plus de temps que certains de l'équipe à m'accaparer le livre et à m'accaparer les photos. Donc moi, j'ai une photo à aller chercher chez Natacha depuis 2 ans. Et il n'a toujours pas choisi. Je n'ai toujours pas choisi, en fait. Parce qu'en fait, je ne sais plus, elles sont toutes belles et on ne sait plus quoi choisir. Donc finalement, moi, de cette expérience, je trouve ça extraordinaire, en fait, parce que on voit une traduction de quelque chose qui est très matériel, très froid. La lumière est crue, il fait froid dans ces salles d'op, et on se retrouve avec quelque chose d'assez chaleureux qu'on peut montrer à un public non averti, et c'est une grande réussite, en fait. Et vous, Natacha, vous en retenez quoi de cette expérience? Moi, beaucoup d'émotions parce qu'en fait, je suis très touchée qu'on ait pu accepter que je vienne au bloc, très touchée de ce qui s'est passé pendant ces 2 années qui continuent, de la relation qu'on a pu établir avec Lionel Camiri, les chirurgiens qui travaillent au bloc, les anesthésistes, toute l'équipe. Et du coup, ça me donne envie aussi de défendre vraiment aussi ce travail-là. J'y tiens vraiment particulièrement. Je travaille beaucoup pour défendre cette exposition et tout ce travail photographique.
aussi pour soutenir l'hôpital, hein, parce qu'en fait, malgré tout, je trouve que tout le monde travaille dans des conditions qui sont pas toujours faciles. Et moi, j'ai envie de défendre cette équipe qui est toujours dans l'ombre et qui fait un travail d'art aussi. Et donc, ça m'anime en fait. C'est aussi, alors par rapport à mon passé médical aussi, forcément, j'ai certainement quelque chose par rapport à ça. Ça me permet de dire merci aussi à ces équipes qui travaillent jour et nuit, qui sont appelées à n'importe quelle heure de la nuit et qui vont aller opérer. Et puis, voilà. Et ce travail-là, il a été commencé avant la Covid. Donc, c'était un travail qu'on avait déjà enclenché. Donc, le personnel médical qu'on remercie aujourd'hui, ça avait commencé avant, mais il faut soutenir aussi ce travail-là. Ça me paraît important. Donc, moi, il faut que je rajoute un petit élément, c'est que, en fait, une partie des recettes qui ont été récoltées avec les photos, les expositions, le livre, une partie a été reversée à un organisme de la Société française de chirurgie thoracique et cardiovasculaire, qui est le fonds de dotation. Et ce fonds de dotation, il participe à la formation des jeunes chirurgiens. Voilà, et donc il faut remercier Natacha pour cette participation à ce fonds de dotation. Absolument. Vous voulez rajouter quelque chose ? Non. Non. Alors, est-ce que quand vous étiez au bloc, vous êtes allé dans plusieurs salles d'op, est-ce que vous avez entendu de la musique dans les salles d'op ? Ça dépend des blocs, ça dépend des chirurgiens qui opèrent. On demandera à Lionel ce qu'il en pense évidemment et s'il écoute de la musique. Alors, on va passer à l'art musical dans les blocs opératoires. Alors, il faut savoir que le premier chirurgien à installer de la musique dans une salle d'op, c'était en 1914. C'est un chirurgien en Pennsylvanie. Il est venu avec son phonographe en salle d'op. Et il a mis de la musique. Alors, je n'ai pas réussi à trouver la spécialité dans laquelle il exerçait. Mais c'était le docteur Evan O'Neill Kane. Voilà, ça c'est pour la petite info. Et un siècle plus tard, donc en 2014, le British Medical Journal a publié un éditorial. Et il a estimé que la musique était jouée dans une salle d'opération environ les 2/3 du temps. Donc c'est quand même quelque chose qui est fréquent, hein, finalement. Et une enquête, alors vous connaissez sûrement Spotify, qui est la plateforme de musique comme Deezer, etc. Donc une enquête Spotify conduite en 2017 auprès de 700 chirurgiens a constaté que 90% d'entre eux écoutaient de la musique en salle d'opération. Donc c'est quand même quelque chose d'assez fréquent. Alors la musique est de plus en plus utilisée, ça on le sait, comme thérapie pour le patient, hein, puisque ça réduit le stress, etc. Mais il semblerait que ça joue à peu près le même rôle chez les chirurgiens, puisqu'il y a aussi donc des vertus côté soignant. Bon nombre d'entre nous diffusent leurs morceaux préférés, moi le premier, au bloc, dans le but de se concentrer, de créer un climat détendu, ce qui peut permettre parfois d'apaiser les tensions entre le corps anesthésique et le corps chirurgical. Sous réserve qu'on ait à peu près les mêmes playlists. Alors attention, néanmoins, donc c'est ce que je voulais dire, une étude c'est quand même des études qui sont publiées, donc c'est quand même il y a un substrat scientifique. Dans le journal of Advanced Nursing, il est apparu que la musique pouvait être source de tension, évidemment, que ce soit à cause des choix musicaux, on vient de le dire, évidemment, s'il y en a qui aiment les chants grégoriens et l'autre la pop musique, ça peut être un peu compliqué, mais aussi à cause du volume sonore qui va pouvoir dégrader une bonne communication entre les différents intervenants au cours d'une intervention. Donc il faut faire attention quand même quand on met de la musique, à ce qu'on écoute, et deux, à quel volume on va le mettre. Parce évidemment, les effets ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors il y a vraiment beaucoup de littérature, hein. Quand je me suis un peu penché sur le sujet, je ne vais pas vous faire une revue de littérature parce que ce n'est pas le but, mais il y en a une récente qui a été publiée dans le Aesthetic Surgery Journal, qui a montré que les chirurgiens qui opèrent en musique, là c'est intéressant, sont plus précis et plus rapides pour effectuer des sutures. Alors la durée d'une suture, ce sont des vrais chiffres, hein, est plus rapide de 7% pour les chirurgiens mélomanes et jusqu'à 10% pour les chirurgiens mélomanes expérimentés. Voilà, donc on peut encore progresser, rien qu'en écoutant de la musique. Alors ces sutures, elles vont être plus rapides, mais aussi elles vont être mieux réalisées sur le plan esthétique. Donc elles vont être mieux faites, plus rapides et mieux faites. Alors, pourquoi ? Alors, il y a quand même, mon ami, on a interrogé des neuropsychologues pour savoir pourquoi la musique avait autant de vertus auprès des chirurgiens. Il semblerait, d'après un neuropsychologue, que ça va stimuler la production de dopamine dans le cerveau. Et on le sait, le dopamine, ça apporte du bien-être. Ça réduit le stress, donc ça va diminuer la fatigue et la sensation de bien-être va augmenter et avec pour conséquence de diminuer le stress.
Alors cet effet est largement observé, effectivement, dans de nombreuses études, avec en plus des effets un petit peu subjectifs qu'on peut avoir. C'est-à-dire, oui, quand je mets de la musique, je suis plus concentré, je suis plus calme, etc. En fait, il y a des marqueurs physiologiques qui ont été étudiés, notamment la fréquence cardiaque et la pression artérielle. Et chez certains chirurgiens, on observait une diminution de la fréquence cardiaque et une diminution de la pression artérielle quand le chirurgien écoutait de la musique pendant qu'il opérait. Alors, quand on a dit ça, qu'est-ce qu'on va en faire? Alors Lionel, toi et ton équipe, est-ce que vous écoutez de la musique? Alors en fait, mon ancien patron écoutait tout le temps de la musique en salle, mais il avait plutôt tendance à écouter de la musique classique ou des chants grégoriens, ce qui ne convenait pas à tout le monde. Donc en fait, dans chaque salle, il y a un petit poste radio-disque qui est installé, qui en général est mis en route par la penseuse quand le patient est endormi. Et après, l'attitude est différente. Moi, je n'écoute pas tout le temps. C'est-à-dire qu'il y a des moments en particulier quand j'ai l'impression d'avoir besoin de plus de concentration personnelle, je l'arrête. Et en fait, je suis quelqu'un qui n'écoute pas énormément de musique, donc même chez moi. Donc, je n'ai pas l'habitude d'écouter de la musique. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'au bloc opératoire, ça me perturbe plus que ça ne me concentre. En revanche, il y a beaucoup de mes collègues qui écoutent de la musique, même assez fort, dans les salles d'op. C'est-à-dire que tu l'entends dans la salle d'à côté? Non, je l'entends quand je passe dans le couloir. Faut pas que ça se finisse en boîte de nuit non plus. Alors effectivement, alors quand on a dit ça, ok, la musique, bon, mais quel type de musique il faut écouter? Alors là encore, c'est assez intéressant. Alors, on va essayer d'apporter quelques éléments de réponse, ou pas, on va voir. Alors, il semblerait que les chirurgiens soient plus précis et plus rapides lorsqu'ils écoutent de la musique classique à un niveau sonore bas à modéré. Ça, finalement, on peut assez facilement le comprendre. C'est plutôt apaisant, ça peut être agréable à l'oreille. De même, un certain nombre d'études démontrent l'amélioration des capacités de raisonnement spatial après avoir écouté du Mozart. Bon, ça incite à ce qui est assez... Voilà, c'est la virtuosité. Par contre, il semble que ça marche moins bien avec les canons de Pachelbel. Mais non, mais c'est pas une blague. C'est pas une blague. Il y a une étude sérieuse qui montre qu'il y a des chirurgiens qui écoutaient leurs morceaux favoris, leurs morceaux préférés, d'autres qui écoutaient les canons de Pachelbel. Et ben, les chirurgiens qui écoutaient leurs morceaux favoris, on observait chez eux une diminution de la fréquence cardiaque et de la pression artérielle qui n'était pas observée chez ceux qui écoutaient les canons de Pachelbel. Et donc, mais ça a été publié. Ça vient pas de moi. J'aime bien les canons de Pachelbel au passage. Alors, quel type de musique? Donc là, c'est la musique classique. Mais il y a une étude récente qui est sortie dans Archive of Surgery qui montre qu'écouter AC/DC aide les chirurgiens à être plus précis et rapides dans leurs gestes. Ouais. Par exemple, si on écoute Highway to Hell ou TNT, ça a été, le temps d'incision est passé de 236 secondes à 139 secondes. Et la précision a été augmentée de 5%. Il y a quand même des gens pour faire des études comme ça. Alors cette étude a été menée par l'université allemande de Heidelberg et qui révèle que les docteurs suturaient 50% plus vite en écoutant Hey Jude ou Let It Be des Beatles. Ouais, mais c'est vrai, hein. Enfin c'est vrai, c'est publié. Alors c'est vrai après. Après c'est peut-être des fans des Beatles ou d'ACDC. Alors il est quand même possible à l'issue de ces lectures, il est quand même possible, enfin, de ces lectures quand on écoute de la pop. Il est possible que la musique avec une grande rythmique puisse donner un tempo afin de maintenir la vitesse et la performance et donc améliorer l'exécution des tâches. Donc, moi, pour ma part, effectivement, j'écoute de la musique. Alors, ça peut être de la musique classique quand j'ai des interventions où j'ai effectivement besoin de plus de classique ou jazz quand j'ai besoin d'un peu plus de concentration, puis sur des interventions qui sont plus standards où on est plus pas en mode automatique, mais en tout cas des interventions qui sont bien réglées, on met plus facilement de la pop, ça, il n'y a pas de souci. Et c'est vrai que dans mon bloc actuel, il y a un seul chirurgien qui n'écoute pas de musique, les autres en écoutent. Et puis, dans mon ancien service, j'avais un de mes collègues qui écoutait radio classique en permanence. Alors, la pub, c'était un peu chiant quand même. C'est un peu casse-pied. Mais voilà. Donc, après, j'ai rien contre les chants grégoriens, mais c'est vrai que ça, c'est un petit peu plus compliqué à faire admettre à tout le monde dans une salle d'opération.
Donc voilà un petit peu ce que je peux vous en dire sur la présence de la musique au bloc opératoire. Je trouvais ça, c'était assez étonnant, mais après c'est porté par des études scientifiques, donc bon, après c'est avec tout le crédit qu'on peut leur en donner. Mais voilà, après je pense que l'essentiel, c'est en tout cas dans une salle d'opération, d'abord, Lionel, tu diras, je pense que tu ne me contrediras pas, c'est un travail d'équipe, donc il faut que l'équipe soit soudée et dans les meilleures conditions pour travailler. Alors si c'est en écoutant de la musique qu'on peut l'avoir, tant mieux. Si c'est en étant dans le calme et le respect des uns et des autres, eh ben, je pense que les résultats sont les mêmes. Et puis que l'apport effectivement de la photographie sur le lien au sein d'une équipe, ben, pourquoi pas, c'est aussi un élément qui peut être particulièrement intéressant. Je ne sais pas, est-ce que Lionel, tu veux rajouter quelque chose sur la musique ? Sur la musique, non. Moi, j'avoue qu'il y a certains moments où je ne peux pas écouter de musique. Voilà. Après, pour l'ensemble de l'intervention, ça ne me gêne pas. Mais il y a des moments très précis où on est dans l'insécurité. Je me sens obligé de me passer de musique. Mais je pense que c'est personnel. Après, je suis assez d'accord avec toi. En fait, moi, quand il y a des moments de difficulté, la musique, je ne l'entends plus, en fait. Ouais, où on ne l'entend plus. Voilà. On ne l'entend plus parce qu'on est replongé dans l'action, on va dire, et que la musique, on ne l'entend plus. Voilà. Donc, on en fait abstraction. Ouais, mais en fait, dans notre métier, enfin, moi, je fais ça comme ça, c'est que j'écoute tout ce qui se passe dans la salle. Nous, on a les perfusionnistes qui sont dans le dos. Donc, quand ils pendent une poche de perfusion ou quand ils modifient certains réglages, j'essaye d'écouter, en fait, pour me rassurer et pour savoir ce qui se passe. En fait, ça vient d'une époque où on avait des pompes rotatives et on savait quand le pompiste accélérait ou pas. Et donc, si tu as de la musique, tu l'entends pas, tout ça. En tout cas, il ne faut pas la mettre fort. Oui, il ne faut pas la mettre trop fort. Ça, c'est clair. Ça, c'est clair. Merci à tous les deux. Je pense qu'on va pouvoir passer, si vous avez des questions, mais c'est le moment. Bonjour, bonsoir. J'ai une question par rapport à la musique. Côté passion, est-ce qu'il y avait aussi des recherches? Est-ce que le bien-être est aussi... Parce que moi, j'ai eu ma propre expérience pendant une petite intervention avec un style local. Ils m'ont demandé en fait si j'avais la musique. Et j'écoute du métal, donc on a bien rigolé à ma demande. C'est très bien passé. Donc, j'ai eu 2 interventions pareilles. C'était la deuxième qui était beaucoup plus agréable pour moi. Donc, je ne sais pas s'il y a des recherches sur ce côté. Oui, il y a alors, en préparant un petit peu ça, il y a aussi beaucoup de littérature sur l'apport de la musique en thérapie pour le patient. Ça réduit le niveau de stress. Voilà, donc il y a un vrai apport, il y a il y a même des études qui ont montré qu'en mettant de la musique sur certaines interventions, etc., ou même en post-opératoire, ça permettait de diminuer la consommation dentalgique. Donc il y a un vrai effet bénéfique et c'est apporté aux patients, et ça c'est connu, publié. Et d'ailleurs de plus en plus, enfin moi dans ma pratique, alors on ne le fait pas en post-opératoire parce que ça peut être un peu compliqué, mais en tout cas au bloc opératoire, moi je propose assez facilement, et les anesthésistes aussi, aux patients ce qu'ils souhaitent écouter comme musique pour s'endormir. Voilà. Et ça les apaise. Et puis, alors, il y a un patient, il a voulu allumer le feu. Bon, lui a mis le feu. C'est pas un souci, mais voilà, au moins, voilà, ils s'endorment avec quelque chose qui les apaise, qui les rassure. Oui, bonsoir. Merci déjà pour ce travail. J'avais une petite question, à savoir si... il y avait un prolongement possible ou si ça aurait été les mêmes, une continuité dans des photos au bloc opératoire en cardio-enfantine. S'il y avait une possibilité, enfin ça me touche particulièrement de voir ces photos, mais est-ce qu'il y aurait une suite à donner dans cette recherche ?
dans ces photos artistiques aussi. Mais vous voulez dire quoi, d'aller dans un autre Un lieu? bloc, Ah. oui, d'aller dans un autre bloc, enfin, ou je sais pas, dans les Oui. blocs, parce que c'est vrai qu'en cardio enfantine, il y a des choses aussi. Mm. Je sais pas, on verrait pas forcément. Là, on devine quand même que c'est un corps d'adulte. Ah oui, oui, bien sûr. Bien sûr, Mm. donc c'est anonyme, mais est-ce que par le côté artistique aussi, on pourrait rendre compte d'autres corps aussi? Bien évidemment, la seule chose, c'est que... Alors, ça dépend où ça se fait. Ce qu'il faut, enfin, moi, j'ai eu besoin... On m'a déjà proposé d'aller dans d'autres services. Mais moi, j'avais besoin... C'est un travail qui me prend en fait énormément d'énergie. La première fois que je suis allée au bloc, quand je suis rentrée, je me suis trompée de route pour rentrer chez moi. C'est la première fois de ma vie que je me trompais de route pour rentrer chez moi. Et je suis arrivée, mais j'étais complètement crevée. Et c'est vrai que moi, j'avais besoin d'aboutir aussi ce travail avec l'équipe de Clermont-Ferrand. Parce que voilà, je voulais aller jusqu'au bout de ce que je m'étais imaginé aussi dans mon travail avec eux. Et ça va se concrétiser d'ailleurs bientôt, puisqu'on va faire une très grosse exposition sur Clermont-Ferrand tout le mois de janvier 2023. Et après, aller dans d'autres endroits, bien évidemment, parce que de toute façon, en photographie, il n'y a pas de limite. On peut aller dans plein d'endroits. Et évidemment, le travail avec les enfants me toucherait aussi beaucoup, parce que c'est encore un autre domaine. Mais voilà, oui, c'est possible, bien évidemment. Après. En fait, on a, à chaque fois qu'on a fait les expositions dans le cadre du congrès de la Société française de chirurgie thoracique cardiovasculaire, on en a fait une à Bordeaux, où on avait invité un médecin anesthésiste de Bordeaux qui est, je ne me rappelle plus le nom, Natacha. Alain Coiffi. Voilà, qui est médecin anesthésiste, qui est passionné de photos, et à Bordeaux, ils ont une équipe de chirurgie cardiaque pédiatrique, et du coup, ils ont fait des photos. Alors, les images ne sont pas tout à fait les mêmes, parce que derrière les photos, il y a l'œil du photographe, et il y a la personnalité du photographe. Donc, les photos ne sont pas tout à fait les mêmes, mais il y a des prises de vue d'enfants opérés, de soignants, de gestes opératoires. Voilà, il a du reste fait un livre avec des photos de chirurgie cardiaque pédiatrique. Ce sont aussi des photos d'ambiance, en fait. Donc, c'est pas spécifique à la chirurgie cardiaque. Hein, c'est vraiment aussi des photos d'ambiance. Oui, bonsoir. Alors moi, c'est pas une question, c'est plutôt un commentaire. Pour dire que je suis complètement fan des photos de Natacha, que j'ai découvert l'année dernière à l'occasion d'un congrès d'architectes. Et donc j'ai fait tout de suite quelques liens qui ont fait que j'ai vraiment flashé sur ces photos. C'est comme des photos de chantier, c'est-à-dire que, mais au lieu que ça se passe à une grande échelle, ça se passe sur quelques centimètres carrés, mais c'est exactement la même chose, c'est-à-dire qu'il y a la main, donc il y a l'intervention, il y a une volonté, il y a une intention, il y a une compétence, savoir-faire, etc. Et puis il y a toute la technologie, et puis il y a l'objet, quoi. Enfin, qui ici est une personne, donc plutôt un sujet, mais il y a ce sur quoi on travaille. Et donc ça m'a complètement fasciné tout de suite. Voilà. Et je trouve que... Et puis bon, ces photos, elles parlent vraiment de ça. C'est-à-dire qu'elles ne parlent pas des patients, elles ne parlent pas de la personne qui opère, elles parlent de qu'est-ce qui se passe. Donc c'est vraiment... tu es arrivé à saisir quelque chose qui est du réel. Et bon, dans notre monde, je trouve... c'est intéressant de ne pas être systématiquement dans des choses virtuelles, quoi. Là, on sent bien que la vie tient au bout des doigts. Donc ça, c'est quand même formidable. Voilà. Ça m'a fait complètement fantasmer
sur ça, sur la force de l'intervention, la force de la capacité humaine à réparer. Il y a toute cette notion de réparation. Voilà. Puis après, moi, j'ai été moi-même confronté en tant que patient, donc j'ai repensé à ces images. Et bien que ce n'était pas du tout le même sujet, mais ça m'a aidé quelque part à me représenter les choses, même si ce n'était pas ces choses-là. Donc ça, voilà, je trouve que c'est un vrai travail très très important. C'est une démarche artistique. Ce que je pense, c'est que c'est une vraie démarche artistique. Voilà. Elle transforme en fait elle transforme la réalité. Voilà. Elle passe d'un acte technique, etc., à quelque chose de bien plus humain, enfin bien plus universel. Oui, donc bravo. Moi, je trouve que c'est très important ce que vous dites, parce qu'en fait, c'est un peu la raison pour laquelle le livre a été aussi bien accepté par les patients en post-opératoire. Parce qu'en fait, les patients, quand on les voit en consultation préopératoire, on leur explique un peu le déroulé, on leur explique ce qu'on va faire, on leur explique malheureusement aussi les complications. Et au bout du compte, quand ils sortent de l'hôpital, la seule chose qu'ils ont à voir, c'est la cicatrice, en fait. Et ce qu'il y a derrière, ils n'en ont pas connaissance. Et en fait, si ça a été aussi bien accepté par les patients, c'est qu'en fait, c'est une espèce de démystification. Le mystère s'évanouit et on voit un geste technique qui n'est pas angoissant et qui rassure et qui permet aux patients de passer à autre chose. Ils concluent une aventure qu'ils ont plus ou moins bien ou plus ou moins mal vécue et ils la concluent par quelque chose de positif et de rassurant. Bonsoir. Alors, déjà, Natacha, bravo, les photos sont magnifiques et les jeux de lumière sont vraiment très, très beaux. Moi, je me demandais comment vous avez eu cette idée ou cette démarche de vous dire à un moment, je vais pénétrer dans un bloc opératoire, parce que je pense que pour la majeure partie des gens, ce n'est pas quelque chose de naturel. Est-ce que vous avez dû vous préparer en amont et voilà, d'où venait un peu cette démarche de lancer ce projet ? Non, mais ce que je disais tout à l'heure, je crois que en fait, j'ai aussi un passé médical important en tant que patiente. Et même il y a très longtemps, j'ai été hospitalisée pendant très longtemps à l'hôpital Nord de Marseille. Et sur une maladie très grave, j'y suis retournée tous les ans pendant longtemps. Et puis, à l'époque, j'avais un mari qui faisait du spectacle. Et je rentrais déjà dans les hôpitaux pour proposer au moment de Noël d'organiser des spectacles pour Noël pour les enfants. Voilà. Donc pour moi, c'est quelque chose de naturel. En fait, je ne sais pas, j'aurais aimé être infirmière, mais j'en aurais été incapable. Chirurgienne encore moins, anesthésiste surtout pas. Voilà, donc je pense que c'est aussi une histoire personnelle et tous les travaux que j'ai pu mener au niveau de la photographie pour l'instant sont finalement des travaux de combat intérieur, en fait. Avec Farida El Hadrati, ça a été un autre travail. J'ai aussi fait un livre sur les femmes qui était aussi un autre travail. Donc voilà, ça fait partie de mes combats intérieurs, en fait, de mes recherches intérieures. Et c'est naturel pour moi de rentrer même dans un bloc. Je ne me pose pas de questions, en fait, par rapport à ça. J'ai juste envie surtout de ne pas déranger et d'être le plus au top possible pour que l'équipe soit aussi fière de ce travail-là. Mais ça me pose pas de... En fait, je ne me pose pas de questions par rapport à ça. Oui, d'abord, j'ai beaucoup aimé vos photos, la lumière, enfin, on l'a déjà dit, donc ça, c'est très bien. J'aimerais savoir si vous faites un film de vos interventions. Alors on peut le faire. Alors il y a on le fait pas systématiquement. Moi je fais de la chirurgie qu'on appelle mini-invasive vidéo assistée, où là on s'aide d'une caméra avec donc une caméra 3D, etc. Et ces interventions là, elles sont filmées. On n'est filmé que l'intérieur et le geste de réparation. Donc on le filme, mais c'est plutôt derrière à usage pédagogique en fait, parce qu'on va faire une technique chirurgicale particulière, puis après on va utiliser ça éventuellement pour des cours, etc. Mais c'est pas rendu aux patients.
C'est pas montré aux patients. Enfin, j'en ai pas cette pratique-là. Voilà, donc c'est vrai que on prend. Non, les interventions ne sont pas filmées. De même, on ne va pas forcément faire des photos ensuite qu'on va montrer aux patients de la valve qu'on a changée ou chose. Non, mais ça peut. Parfois, il y a des patients qui nous demandent quand même. Enfin, je ne sais pas si t'as déjà arrivé, toi, Lionel, mais c'est des choses qui peuvent arriver. Donc oui, il y a certaines interventions qui sont filmées parce qu'on utilise un matériel qui nous permet de le faire en systématique, mais voilà, on l'utilise qu'à des fins pour l'instant pédagogiques. Oui, non, c'est simplement parce qu'aux États-Unis, c'est monnaie courante. Et parce que les chirurgiens se protègent vis-à-vis du patient et vis-à-vis des assurances. Absolument. Parce qu'il y a de plus en plus de chirurgiens qui sont attaqués soit par les assurances, soit par les patients. Et c'est pour se protéger. Et même, je crois qu'il y a du mal. Et vous avez des assurances qui vous obligent à pratiquer ces films pour vous protéger et pour protéger l'assurance. Voilà. Oui, c'est vrai qu'aux États-Unis, ils utilisent ça, tout à fait. Ouais. Non, il n'y a pas d'obligation. Par contre, il faut qu'on fasse un compte-rendu opératoire détaillé. C'est ce qui est normal, c'est un document médico-légal. Autre question ? Peut-être les interventions à cœur ouvert ou pas? Oui, je l'ai. Oui, il va très bien. En fait, c'est un patient qui a été difficile à convaincre. Je l'ai vu plusieurs fois en préopératoire. Et en fait, je m'étais dit, peut-être que le taux de réussite, ça va avoir le même effet. Et en fait, pas du tout. Il m'a dit après que les photos avaient été un peu dures à assumer. Ouais. Ah oui. Non, mais il va très bien. L'Australien, Ah oui. Enfin, alors, toute la chirurgie cardiaque, à partir du moment où on utilise une circulation extracorporelle, c'est de la chirurgie cardiaque à cœur ouvert. Voilà. C'est la définition du cœur ouvert. Mais en fait, par exemple, quand on fait des pontages, on ne rentre pas à l'intérieur du cœur. On rentre à l'intérieur du cœur chaque fois qu'on change une valve, par exemple. Le taux de réussite, moi je dirais que c'est 97-98% de réussite. Ça va. Oui. C'est une chirurgie depuis qu'elle existe qui a énormément progressé. Alors non, là vous parlez de transplantation cardiaque, je pense. Donc en fait, la première transplantation cardiaque, c'est Christian Barnane en 1967. Mais la chirurgie cardiaque existait déjà. Merci beaucoup à tous. Merci au professeur Camilleri, au professeur Doguet et à Natacha. Je vous invite à prolonger les échanges juste à côté. Un petit pot d'amitié. Et nous aurons plaisir de vous retrouver maintenant le 25 janvier prochain pour un autre pitch Will.am sur un sujet un peu différent, même si ce sera animé aussi par un cardiologue, mais cette fois-ci un cardiologue du sport, avec le professeur François Carré, qui vient nous parler des bienfaits de l'activité physique sur la santé. Voilà, pour une rentrée dynamique, un début d'année dynamique. À bientôt, merci beaucoup.